Alltech, travaillons ensemble pour une planète d'abondance. Avec Planet of Plenty. Bonjour, le développement durable est une réalité au Québec. Nombreux sont les agronomes qui se soucient de la santé des sols. On en parle aujourd'hui avec le spécialiste Guy Foran. Bienvenue à la vie agricole. Au Québec, le débat sur les pesticides et les OGM est très polarisé. Mais pourtant, tout n'est pas noir ou blanc. On échange avec Guy Foran, mais préalablement, notre collaborateur Guy Duval visite avec lui un champ en semi-direct. Guy Foran, vous êtes agronome, spécialiste des plantes fourragères et des sols. Nous sommes présentement sur les terres de la ferme laitière Linor, à Saint-Bernard-de-Beauce. On parle souvent des sols en santé. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bien, un sol en santé, c'est un sol riche en matière organique. C'est un sol qu'on nourrit bien, si on veut. Je vais tout de suite te mettre dans le contexte d'un sol en santé. Au Québec, la production laitière, c'est très, très important. C'est important en termes de grosseur, d'industrie. Mais au niveau de la santé des sols, c'est hyper important aussi parce que les vaches, ça mange de l'herbe. Ça mange des légumineuses puis des graminées. Et puis, ces associations de plantes-là, pour produire ce qu'on appelle du foin, bien, elles sont bourrées de graminées et de légumineuses. Et ce sont des plantes pérennes. Pérennes, ça veut dire des vivaces. C'est des plantes qu'on sème une fois tous les 3, 4, 5 ans. Alors, elles ont le temps de s'installer. Elles apportent beaucoup, beaucoup de matière organique au sol. Alors, étant donné qu'il y en a beaucoup, c'est la culture principale en termes de superficie au Québec, hein, la production fourragère. Bien, c'est, je dirais, dans l'agriculture québécoise, la pièce maîtresse pour améliorer les sols. Alors, c'est très améliorant pour les sols. Alors, plus spécifiquement, ce que ça veut dire, c'est que les vaches aiment avoir une combinaison de graminées et de légumineuses. Alors ici, vous avez un champ où il y a de la graminée, en l'occurrence ici l'herbe soudan, puis tu as de la légumineuse. On voit qu'il y a des trèfles ici. Pour regarder la santé d'un sol, il faut le nourrir. Puis ici, la ferme laitière a opté pour le semi-direct. Okay? Le semi-direct, ça veut dire que, comparativement à un semi-conventionnel, on ne travaille pas toujours le sol. On laisse des résidus de culture, puis avec des semoirs spécialisés, on va semer directement sur le couvert végétal qui a été détruit d'une façon ou d'une autre. Là, on a détruit le couvert végétal. Alors là, on conserve la matière organique parce que à toutes les fois qu'on travaille le sol, à toutes les fois qu'on implante une culture, si on est en semi-annuel, comme un maïs en silage, un maïs grain, une céréale, un soya, bien, c'est un peu comme si on souffle sur des braises pour activer un feu. Hein? Pour qu'un feu soit efficace, on souffle dessus, on y met de la matière, on y met de l'oxygène. C'est la même chose pour un sol. À toutes les fois qu'on travaille le sol, on met de l'oxygène puis on brûle notre matière organique. Alors, un sol en santé, c'est l'inverse de ça. On veut garder notre matière organique. On ne veut pas faire des travaux mécanisés pour la brûler. C'est pour ça que la ferme laitière est si importante. C'est qu'on travaille le sol seulement qu'une fois tous les 3, 4, 5 ans. Alors, ça fait qu'un sol sous couvert de production fourragère, bien, il s'agit juste de prendre une pelle, l'outil principal du pédologue, puis de creuser pour voir à quel point ce sol-là est enrichi. Alors, tu vois ici, on a du trèfle ici. Alors, si tu regardes là, la qualité d'un sol,
bien, toute la structure du sol, là, c'est bourré. Tu vois, regarde, je viens de t'ouvrir le sol, il y a 3 vers de terre, là, direct là-dedans. C'est la première pelletée de sol. Tu vois, la granulation, là, elle est complètement une très belle granulation, fait que les plantes s'installent bien. Puis tu vois, ici, il y a des petites nodules, ici, là. Alors, ces nodules-là sont associés aux trèfles, aux légumineuses, et ont la capacité de soutirer de l'azote de l'air et puis de venir nourrir ton herbe soudan. Alors là, ça prend moins d'engrais azotés, hein? L'engrais azoté qui est très populaire par les temps qui courent, là, avec l'explosion de Beyrouth. Alors, on parle des nitrates qui sont importés sur les fermes. Bien, cette plante-là a la capacité d'en produire naturellement, gratuitement. C'est bien sûr que si on veut être plus efficace au niveau de la nutrition des cultures, si on veut importer moins d'engrais minéraux, on va privilégier des associations de plantes qui vont se nourrir entre elles, finalement. Ici, on est entouré de plantes fourragères du Soudan, de l'herbe de Soudan. Pourquoi de l'herbe de Soudan? Bon, ça, c'est un autre point extrêmement intéressant. L'herbe soudan, c'est une plante qui vient de l'Afrique. Hein? C'est une plante qui vient des pays très, très chauds. Alors ici, toute l'herbe soudan est produite, les variétés d'herbe soudan, on les achète du Texas, dans des climats très chauds. Pourquoi ici essayer de faire pousser une plante comme de l'herbe soudan dans un climat comme le Québec? Bien, c'est que là, de plus en plus, d'année en année, on vit des phénomènes liés au réchauffement climatique. De plus en plus, on a des sécheresses récurrentes durant l'été. Alors, on en entend parler énormément. Il y a même des subventions qui sont données aux producteurs agricoles pour pallier au manque de fourrage dû au problème de manque d'eau durant l'été, au problème de sécheresse récurrente. Oui. Bien, l'herbe soudan, il s'avère que c'est une plante qui est particulièrement résistante à la sécheresse. Alors, l'herbe soudan, par exemple, va utiliser 25 à 33 % moins d'eau que du maïs. Alors, l'idée, c'est pas d'envoyer le producteur agricole dans une culture d'herbe soudan pure, parce que là, on ferait exactement ce qu'on fait avec le maïs en silage. Et puis là, c'est pas de dire que le maïs en silage n'a pas sa place sur une ferme laitière, là. Alors, on utilise l'herbe soudan en combinaison avec l'implantation du pré. On fait les choses en même temps. Okay. Alors, on mélange de l'herbe soudan avec des plantes fourragères pérennes. Et puis, lorsqu'on a récolté, vous voyez ici, c'est la deuxième fauche d'herbe soudan qui va être prise dans à peu près 2 semaines. Elle va être à votre hauteur. L'herbe soudan, ici, là, est en pleine croissance. Elle va être à peu près à cette hauteur-là quand le producteur va venir la semer, va venir la récolter, pardon. Puis quand il va la récolter, bien, sous le couvert, tu vois ici, là, c'est plein de légumineuses puis de graminées. Bien, la culture va se trouver être établie. Le sol va être couvert. Il va y avoir un gros rendement. Il va y avoir de la qualité de sol. Il va y avoir de la prévention d'érosion. Il va y avoir une conservation des éléments nutritifs. Alors, toute cette accumulation d'éléments nutritifs-là, qui a eu lieu pendant la saison, hein, toutes les racinaires qui se sont formés et tout ça, bien, ça va être amené au printemps prochain, puis ça va redécoller une plante pour 5 ans, pour 4-5 ans de culture. Alors ça, c'est formidable. Pas de travail de sol, pas besoin de pétrole, tout va être installé. Un sol super en santé, moins d'intrants agricoles à importer parce qu'on a des légumineuses puis de la graminée, etc., etc. Guy Forand, agronome, spécialiste des plantes fourragères et des sols. Merci beaucoup pour l'entrevue. Bien, merci, c'est avec plaisir que j'ai traité du sujet. Alors Guy Forand, bonjour, agronome et spécialiste en gestion des sols. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Yannick. Yann Turmine, notre expert chroniqueur à La Vie agricole, mais expert pour l'émission La Vie agricole, la série diffusée sur Ma TV depuis quelques semaines. Nous sommes heureux de vous avoir ici sur le plateau, au milieu des herbes de Soudan. Guy Forand, tu as rencontré notre collaborateur tout à l'heure, Guy Duval, où tu as pu nous expliquer la méthode, différentes méthodes, dont la méthode du semi-direct. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de vers de terre sous nos pieds actuellement. Les différentes améliorations sont possibles pour la gestion des sols et le semi-direct en est une. Mais pourrais-tu nous expliquer pourquoi le semi-direct a encore des détracteurs aujourd'hui alors que ça semble être une méthode assez efficace?
Bien, c'est une méthode qui est pas simple, si simple en soi. En fait, l'idée du semi-direct, c'est qu'on veut brasser le moins possible le sol, on veut accumuler de la matière organique, on veut laisser du couvert végétal et tout ça, ce que j'expliquais tantôt. Mais il faut se rappeler qu'au Québec, il pleut beaucoup, hein? On a beaucoup de précipitations. Puis, si on fait du semi-direct, puis on a de la difficulté à évacuer l'eau au printemps, bien là, ça complique passablement les choses. Alors, c'est sûr que le semi-direct, c'est un changement majeur pour l'agriculteur qui, depuis des décennies, est habitué à cultiver sa terre, à préparer des lits de semences mécaniquement. Alors, quand un agriculteur saute d'un coup sec du semi-conventionnel avec travail de sol au semi-direct, bien, il y a toute une préparation qui est nécessaire. Ça prend un bon drainage. Et puis, les couvertures végétales, il faut vraiment les détruire. Alors, on utilise des herbicides. Pour faire un semi-direct, il y a comme 2 techniques possibles. On peut laisser des couverts végétaux, des couverts végétaux qui font comme une espèce de paillis des cultures précédentes. Et puis là, ça va empêcher les mauvaises herbes de sortir. Mais ça, c'est pas encore au point. Mais pour que les producteurs conventionnels n'y viennent pas, c'est parce que c'est une méconnaissance? Ou... Bien, c'est un changement de pratique important. Alors, il faut vraiment que les sols soient à niveau. C'est une culture de société aussi, une culture d'entreprise? Ou une... En fait, c'est une culture qui vient de la Révolution verte. Hein. La Révolution verte a commencé avec toute cette intense mécanisation où on travaille beaucoup le sol. Puis là, bien, on s'est rendu compte qu'à travailler le sol, comme j'expliquais tantôt, on l'appauvrit. Bien, on a appauvri en matière organique, par exemple. On rend les sols susceptibles à l'érosion. Et puis là, actuellement, en situation de sécheresse récurrente, comme on vit maintenant, bien, c'est le fait d'avoir un sol riche en matière organique. Alors ça, le semi-direct encourage ça. Bien, le sol va garder plus son eau, plus de matière organique, meilleure rétention de l'eau. Il y a des aménagements qui sont nécessaires avant de se lancer dans le semi-direct. Ensuite, il y a le contrôle des mauvaises herbes. Le semi-direct, il faut la détruire, cette végétation-là. Alors, étant donné qu'on parle de semi-direct, on ne parle pas de contrôle de la végétation par l'utilisation de la mécanique, hein, des cercleurs, puis des cultivateurs, puis des charrues, puis tout ça. Alors là, il y a toute une gestion des pesticides qui est reliée à ça aussi. On va y venir tout à l'heure. J'aimerais ça que, Yann, tu nous dises, toi, ta lecture, pourquoi des détracteurs encore aujourd'hui au semi-direct, alors qu'on nous fait la démonstration tout à l'heure que c'est une méthode très efficace? Bien, c'est le changement, comme l'a dit Guy. C'est quand même une technique relativement récente qui demande des changements majeurs de la part des gens qui vont la pratiquer, de la part des professionnels aussi qui font des recommandations. C'est une technique aussi... qui demande beaucoup d'ajustements. Alors, c'est pas nécessairement à la portée de tous non plus, il faut être honnête. Là. Tout ça fait qu'en fin de compte, il y a des gens qui... des tracteurs, c'est pas nécessairement des tracteurs, mais des gens qui vont dire « oui, je suis pas trop sûr de l'adopter et tout ». Bien, je pense que c'est compréhensif. Mais ça reste que c'est une technique qui est améliorante. Aussi, un point qui est important, c'est dans un environnement où c'est qu'on demande la captation du carbone, des émissions de CO2, semi-direct, est une technologie là, qui permet de capter du carbone. Parce que matière organique dans les sols, si on augmente de 1 la ferme qui est ici, là, 1 la teneur en matière organique, ce qui est pas mal, qui est facile hein, avec les techniques de... Qui se fait avec qui est réalisable. On parle une simple terre, on parle de millions de tonnes de CO2 qui vont être captées. Alors ça, c'est ce type de technique-là que de plus en plus, là, on va voir apparaître, on va voir se développer. C'est sûr que ça se fait pas en 1 an ou 2 ans, puis ça prend une adaptation assez majeure là, de l'ensemble des acteurs, producteurs, conseillers, machinerie. Le type de machinerie qu'on utilise pour faire du semi-direct, c'est pas le même semoir du tout qu'un semoir conventionnel. Alors, c'est beaucoup d'ajustements par beaucoup de monde en même temps. Là. Alors, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Là. Les consommateurs, en général, lorsqu'ils lisent les médias généralistes, ont souvent une perception quand même
de l'agriculteur pollueur. C'est souvent l'image quand même de l'agribashing. C'est une image qui a été très fréquente dans les médias dans les dernières années. Et tout ça est lié beaucoup à l'utilisation des pesticides. On sait qu'il y a eu de grosses nouvelles sur la commission des pesticides qui a eu lieu aussi l'année dernière. Quelle est la lecture, en tant que spécialiste de gestion des sols, que tu fais de cette utilisation des pesticides par les producteurs? Est-ce qu'elle est vraiment si Mon intensive? opinion, c'est qu'on utilise les herbicides. En fait, quand on parle de pesticides, il faut distinguer de loin le pesticide le plus utilisé en agriculture. Je vais me concentrer là-dessus. Ça, c'est l'herbicide. Hein? Parce que l'acte de produire une culture, une monoculture ou un peuplement, comme ici, un peuplement fourrager, bien, tu vas automatiquement contre nature. Alors, tu as deux moyens. Là. Soit que tu ailles par contrôle mécanique, soit que tu ailles par contrôle chimique. Tu n'as pas le choix. Là. On ne fait plus dans la cueillette. Là. On ne peut pas retourner le zéro pesticide, ça se peut pas. Ça se fait, le zéro pesticide, mais comparativement au semi-direct, c'est encore plus de technique. Alors, ça se fait, puis il y a des gens qui y travaillent, puis ils travaillent bien, puis on va y arriver. On s'en approche de plus en plus. Mais là, il faut produire en attendant. Et puis, l'utilisation, oui, je pense qu'il s'utilise trop d'herbicides actuellement, de pesticides. Il se fait pas assez de dépistage, il se fait pas assez d'engrais verts, de couverture de sol. Il y a plusieurs pratiques agricoles qui pourraient diminuer l'impact négatif des pesticides. C'est sûr que quand tu fais une monoculture, avec aucune plante compagne, aucune compétition, bien, tu laisses libre cours au développement des mauvaises herbes. Hein? Elles sont seules. Alors, laisse aller un champ sans l'arroser en monoculture où tu as travaillé le sol puis tu as réactivé la banque de semences de mauvaises herbes dans le sol, bien, c'est sûr que ça va être la fête. Hein? Les mauvaises herbes vont se donner à cœur joie. Alors, ça prend des pesticides pour essayer d'empêcher ces mauvaises herbes-là de venir nuire à la culture. Mais il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser que les herbicides pour diminuer l'impact des pesticides, des herbicides, sur les rendements de la culture. Yann Turmine, Yann, l'Institut Jean Garon a sorti un document lors de la commission sur les pesticides où, en résumé, en quelques lignes, je pense que l'élément essentiel était d'expliquer que le pesticide, effectivement, il n'est pas forcément souhaitable, mais il est un peu, pour le ramener, pour que les consommateurs comprennent bien, les téléspectateurs comprennent bien, c'est de le ramener un peu dans l'esprit du médicament. Oui. En disant, des fois, il est bien utile quand même. Bien, je pense que Guy l'a assez bien traité, dans le sens que, originalement, un herbicide ou un pesticide était là pour régler un problème. À un moment donné, tu avais l'apparition d'une mauvaise herbe, et il faut que tu utilises un médicament. Tu as une maladie, à un moment donné, pour pas mourir, bien, tu utilises un médicament. Un pesticide, si tu veux pas perdre ta récolte, tu as une infestation de mauvaise herbe, tu utilises le pesticide. Bon, si ça serait utilisé comme ça, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problématiques, il y aurait une utilisation beaucoup moindre. La chose qui est arrivée, là, peut-être 10-15 quinzaine d'années, avec particulièrement le Roundup, les associés des OGM et des Roundup, c'est qu'on a utilisé les pesticides comme pratique culturelle de façon systémique. Ça veut dire que... Et ça marche. Ça a facilité le travail des producteurs. Ça a permis, même à la limite, à des producteurs qui étaient des producteurs moyens, à devenir des bons producteurs. Ça a amélioré. Le prix à payer... Sur le terme de la production, c'était rentable. Pour produire, je vais donner l'exemple. Le soya, s'il n'y avait pas eu les variétés de Roundup Ready avec le soya, on n'aurait pas eu l'implantation aussi rapide de la culture du soya. La culture de soya est une culture très, très technique, très difficile. Mais le Roundup a rendu la culture du soya facile, à la portée d'à peu près de tout le monde, ce qui n'était pas le cas avant. Ça a fait exploser les systèmes de monoculture, ça a fait exploser l'utilisation de pesticides. C'est sûr que le prix environnemental, il est peut-être là. D'où aujourd'hui le débat polarisé entre ceux qui veulent maintenir ce concept-là parce que ça marche, puis ceux qui veulent vraiment voir disparaître tout ce qui est pesticides. Oui, sauf que de faire tous les pesticides, il va falloir faire disparaître beaucoup de monde aussi, parce qu'il y a des gens qui... On ne produit pas des denrées alimentaires
pour le fun de produire des denrées alimentaires. On produit des denrées alimentaires pour alimenter des gens. Si demain matin, on ôte les pesticides, il va manquer de denrées alimentaires. C'est sûr qu'au Canada, avec nos gros bedons, on n'aura pas de problème. Mais peut-être qu'il y a d'autres parties dans le monde qui vont avoir des famines. Alors ça, il faut faire attention, là. Moi, ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que l'utilisation massive des herbicides, par exemple, si on parle d'herbicides, de contrôle des mauvaises herbes, bien, il vient avec une manière de produire qui est en monoculture. Mais il n'y a pas que ça. La rotation des cultures, la gestion des résidus de culture, les couvertures végétales, tout ça. Il y a une panoplie d'outils qu'on peut utiliser, mais soyons créatifs. Il faut être créatif. Les techniques existent. Les techniques existent. Il faut les améliorer. Ils sont beaucoup plus compliqués. Ça prend de la formation, ça prend des changements de paradigme, parce qu'il faut penser autrement, mais ça existe. Mais c'est plus difficile. C'est techniquement beaucoup plus difficile. Les herbicides, c'est la facilité. Le point que j'aimerais aussi aborder avec vous concerne le bio et les OGM. Essentiellement les OGM. Mais le bio, entre autres, parce que pour une frange de la population, le bio, c'est quand même la solution naturelle. D'abord, est-ce que le bio, il est si naturel que ça? Est-ce que c'est toujours naturel le bio? Est-ce qu'il n'y a pas de pesticides dans le bio? Ça, c'est une question que j'aurais à vous poser pour que les téléspectateurs comprennent. Puis aussi les OGM, parce que les OGM, c'est quand même vu comme un... C'est souvent écrit OGM danger, en fait. Est-ce que OGM toujours danger? Il y a certaines études dans certaines universités qui semblent mettre de l'avant les OGM comme des solutions à l'agriculture aussi. Quelle est votre lecture, Guy Forand? Bien, premièrement, le biologique, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager, la production biologique. Elle a toute sa technique qui lui est appropriée, là. Et puis ça, c'est pas simple. Un producteur biologique doit se battre contre les ennemis des cultures continuellement sans l'utilisation de quelques molécules de synthèse que ce soit. Alors, pas d'herbicides, pas de fongicides, pas de pesticides, le moins possible d'antibiotiques pour les animaux, etc. Alors, je pense que ça, c'est une industrie, c'est une production qui se développe de plus en plus. Puis il y a des gens très sérieux, puis chapeau, hein, je vais toujours appuyer cette forme d'agriculture-là. Maintenant, en ce qui a trait aux OGM, là, j'aimerais mettre un bémol. Moi, personnellement, à titre d'agronome, c'est sûr que les OGM, je pense que ça peut être utile. Dans la nature, la sélection des gènes, ça se fait. C'est juste que, les OGM, c'est qu'on fait ça, le brassage des gènes, d'une façon beaucoup plus rapide que c'est fait à l'état naturel. Ce qui me fatigue avec les OGM, si par exemple, on prend l'exemple, à mon avis, positif d'un OGM, c'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu es diabétique, et puis ton système ne prend pas l'insuline produite dans le corps d'une espèce animale, puis je t'en donne, et puis tu réagis, puis tu me piques une crise, mon vieux, ça ne fonctionne pas du tout dans ton système. Et puis là, bien, avec une modification génétique, j'ai introduit un gène de production d'insuline dans une bactérie, mais un gène qui est humain. Puis là, bien, je produis une insuline et puis je te la donne. Puis là, tu n'as plus cette difficulté-là. Tu es capable de la digérer. Puis bien, je pense que ça, au niveau fondamental, c'est quelque chose, c'est difficile d'être contre ça. Hein? Quand tu as un enfant qui est diabétique, puis qui répond mal aux insulines produites dans la méthode actuelle, puis que tu arrives avec une insuline produite à partir du génie génétique, donc le génie génétique a sa place dans le développement agricole? Bien, moi, je pense que oui, ça peut être là pour les animaux. Là où je suis pas d'accord, c'est lorsqu'on utilise la technologie de développer des plantes dites OGM pour cadenasser, si on veut, la vente de certains herbicides, en l'occurrence le glyphosate. C'est sûr que le glyphosate, les compagnies multinationales nous poussent, par exemple, avec de la luzerne, produire de la luzerne OGM sur laquelle on peut appliquer. Mais quand on nous dit, du glyphosate. Quand on nous dit s'il n'y avait pas de glyphosate, on reviendrait en arrière avec l'atrazine, ce serait bien pire pour les sols. Est-ce que c'est vrai? Bien, c'est absolument faux, parce que si on utilise... D'abord, si on prend les prairies actuellement, multi-espèces, à l'intérieur desquelles il y a de la luzerne,
on les arrose, on fait pratiquement aucune pulvérisation herbicide parce que le peuplement est tellement dense que les mauvaises herbes n'ont pas de chance, n'ont pas beaucoup de chance. Alors, s'en aller à ce moment-là avec une luzerne génétiquement modifiée, tu t'en vas dans une quasi-monoculture, tu deviens très dépendant du développement des mauvaises herbes, des herbicides, parce que là, ta culture, elle est seule. Il n'y a pas tout ce peuplement fourrager multi-espèces qui lutte contre les mauvaises herbes. Alors, je pense que là, je trouve que l'industrie des OGM est beaucoup plus encarcanée dans toute l'industrie des pesticides. Et puis tout ça, c'est maillé ensemble. Le producteur doit payer 3 fois. Hein? Il doit, payer pour... Puis si les OGM avaient été utilisés pour améliorer les pratiques environnementales, pour améliorer le développement durable, tout le monde aurait été d'accord avec les OGM. La problématique, c'est que les OGM ont été très rapidement, compte tenu de leur potentiel, kidnappés par des techniques là, qui ne sont pas très durables, qui ne sont pas très environnementales. Mais je pense de se priver de cette technologie-là qui va se développer de plus en plus. C'est une erreur fondamentale. Et pour terminer, Yann, pour ce qui est du bio, est-ce qu'on peut dire que le bio est toujours sans pesticides? Oui, absolument. Les producteurs bio, puis je rejoins mon ami Guy, faut tirer son chapeau aux gens qui le pratiquent parce que c'est vraiment une technique qui est très saine. Qui est à soutenir. Merci, messieurs. Nous venons de constater qu'il existe des méthodes qui font du bien à la terre. Les producteurs sont souvent les premiers protecteurs de nos terres agricoles. Merci et au plaisir. Alltech, travaillons ensemble pour une planète d'abondance avec Planet of Plenty.